Encore une fois, bienvenue dans nos studios de RBA. C'est l'heure de la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, rendons-nous à la primature où le Rwanda, cette année, va enregistrer plus de 60 millions de dollars américains de recettes provenant du tourisme. C'est ce que révèle en tout cas le nouveau rapport de la Banque mondiale rendu public ce mercredi. Après avoir été reçu par le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, le Dr Zaru Kibwe, directeur exécutif du groupe de la Banque mondiale supervisant 22 pays dont le Rwanda, a salué le progrès accompli par le pays en comparant le Rwanda comme un modèle d'utilisation efficace des fonds internationaux. Dr Kibwe a souligné les plans de la Banque mondiale visant à accroître ses interventions dans le secteur agricole pour soutenir davantage les initiatives de développement du Rwanda. Je suis satisfait des projets que nous soutenons au Rwanda car le pays excelle dans la mise en œuvre de projets qui donnent des résultats. Le Rwanda se comporte bien et constitue un exemple pour les autres pays. Nous planifions de nombreux projets, notamment l'agriculture dans laquelle nous avons investi, car c'est des secteurs qui créent des emplois pour de nombreuses personnes vivant dans les zones rurales. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, a déclaré qu'il explorait conjointement des projets visant à créer des opportunités d'emploi. Par la suite, le Premier ministre a reçu Mme Etelva Kadili, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe. Elle a exprimé la fierté de l'UNICEF quant à l'engagement du Rwanda en faveur des droits des enfants et a affirmé que l'UNICEF continuera à soutenir le pays dans ses efforts visant à promouvoir le bien-être de l'enfance. So we continue to stay attached in supporting the agenda and, as I said, an ambition. Dans le projet futur, nous prévoyons de continuer à aider le pays dans sa vision contenue dans le deuxième plan d'accélération du développement engagé par le gouvernement rwandais. Et l'UNICEF fera ce qu'il doit faire pour aider le Rwanda dans les renforcements de ses capacités. En tant que directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Etelva Kadili supervise des opérations de l'UNICEF dans 19 pays de la région, dont le Rwanda. Et puis, une étude menée sur les grossesses chez les adolescentes montre que les jeunes filles peuvent rencontrer des problèmes de santé mentale notamment, tant avant qu'après la grossesse. Par conséquent, elles ont besoin d'une attention particulière. C'est une étude qui a été réalisée par l'organisation Interspace qui œuvre pour la promotion de la paix durable dans le monde. Celle-ci a apporté, cette étude donc a porté sur 1174 adolescentes dont 587 ont été victimes de grossesses non désirées. Selon cette étude, 84,16% des jeunes filles enceintes n'ont jamais été consultées par un service de santé mentale, principalement en raison du manque d'informations. L'attaché de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Rwanda, Florent Massa, dit qu'ils sont prêts à soutenir le Rwanda pour trouver une issue favorable à ce problème. On l'écoute ici. Sur l'étude, en fait, c'est venu d'une suite assez logique. Après l'organisation du Women Deliver en juillet 2023 ici et les 30e anniversaire des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, à l'ambassade de France, on voulait monter un projet de recherche-action en appuyant la société civile rwandaise qui pouvait intervenir sur différents sujets, à la fois la santé mentale, la santé publique, la question de promotion de la condition féminine et de lutte contre les grossesses précoces. Donc l'idée c'était de trouver un partenaire avec qui on pouvait travailler. Donc Interpeace a été un partenaire assez logique dans le cadre de notre identification, de par sa volonté et sa capacité à mener des actions de plaidoyer auprès des autorités locales rwandaises
et de par sa capacité à mener ce travail de recherche-action, d'entretien, et notamment pour intervenir dans des régions à l'intérieur du pays et en dehors de Kigali. Donc on est très heureux de ce premier travail de recherche. On espère que ça en amènera d'autres travaux de ce type. Et l'idée, c'est de continuer notre travail d'accompagnement, de structuration et de promotion de partenariats avec la société civile rwandaise. Inquiétante, non. D'actualité, oui. Si on regarde les différents sujets, recherches, documents cadres stratégiques qui ont été publiés par le ministère de la Santé rwandais, nous essayons de nous rapprocher au plus près des intérêts des autorités locales rwandaises, notamment en matière de santé publique. Le fait que nous intervenions à ce moment dans une période post-Covid où les chiffres, selon les dernières recherches publiées par l'Institut national de la statistique, ont augmenté, nous fait dire qu'on est plutôt pertinent et intéressant d'intervenir sur ce sujet. Donc pour répondre à votre question, voilà, ce n'est pas inquiétant, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Et je vous rappelle que dans le cadre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la promotion de la condition féminine et le genre étaient grande cause nationale du quinquennat en France. Et sur le quinquennat suivant, 2022-2027, ça reste un de nos axes forts d'intervention de politique de coopération internationale avec nos partenaires étrangers et notamment africains. Voilà, revenons à l'économie à présent, avec plusieurs secteurs au Rwanda qui devraient connaître donc enregistrer des résultats plutôt encourageants. L'exemple ici, c'est le secteur du tourisme qui apparaît dans le nouveau rapport rendu public par la Banque mondiale. Kassim Youssouf. Ce rapport, connu comme Country Economic Memorandum, indique que la croissance de l'économie du Rwanda se poursuit favorablement après la pandémie de Covid-19 qui avait gravement perturbé l'économie mondiale au cours des 4 dernières années. La directrice régionale adjointe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, Victoria Kwakwa, a fait savoir que la Banque mondiale va continuer de soutenir le gouvernement du Rwanda pour stimuler la croissance économique du pays. Nous demeurons engagés à soutenir le Rwanda dans ce processus satisfaisant de consolidation de l'économie de manière durable et inspirant la confiance à tous. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, a fait observer que les conclusions de ce rapport vont aider le Rwanda à continuer de mettre en place des mesures solides pour renforcer son économie de manière durable. Ce rapport va, dans l'avenir, jouer un grand rôle dans notre processus de mise en œuvre de nos mesures, comme prévu dans les stratégies nationales de transformation NST2. Les éléments essentiels qui ont été présentés dans ce rapport ont été pris en compte et ça va nous aider. Le rapport Country Economic Memorandum révèle que le secteur du tourisme est l'un des domaines qui connaît une forte croissance avec des prévisions indiquant qu'il devrait générer plus de 660 millions de dollars américains en 2024 par rapport à sa 31 millions de dollars en 2020. La Banque mondiale prévoit que cette année, les recettes en devises générées par les visites des gorilles vont atteindre 200 millions de dollars. Les activités récréatives vont rapporter 110 millions de dollars et les conférences internationales rapporteront plus de 90 millions de dollars. Plus de 86 millions de dollars proviendront des visites effectuées auprès des familles et des amis, tandis que plus de 46 millions de dollars seront générés par d'autres types de visiteurs venant au Rwanda dans le cadre de leur programme personnel. Le commerce lié au tourisme devrait également rapporter environ 68 millions de dollars.
Poursuivons notre journal, cette fois-ci avec la COP 29 qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, où les autorités qui viennent de par le monde discutent du climat sous l'égide, bien entendu, des Nations Unies. Dans ces studios, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Egide Karuranga, Karuranga plutôt, il est spécialiste en économie et surtout il est analyste stratège dans le monde du business ou dans l'entrepreneuriat. Professeur, bienvenue dans nos studios. Merci. Voilà. Professeur, c'est une COP 29 qu'on appelle ou qu'on dit COP de finances. Pourquoi déjà cette appellation? Pourquoi le financement ou les finances sont au centre de cette COP 29? Je pense que c'est parce que depuis les 2 dernières ou les 3 dernières COP, on parle de financement et on n'est jamais arrivé à un résultat concret. Donc je crois que mettre en avant le thème de finance dans la COP 29, c'est comme si les gens ont envie d'arriver à un résultat côté financement. Parce que le financement a été toujours une question cruciale. Donc au départ, il y avait le principe du pollueur-payeur. Donc le principe du pollueur-payeur se ramène à une responsabilisation des États qui polluent plus que d'autres. Cela devrait payer. Et depuis une dizaine, une vingtaine d'années, on parle de réparation, de paiement, de trucs. Et à la COP 27, à Paris, je crois, on avait déjà ébauché, on est tombé sur un accord de financement de 100 milliards de dollars. C'est la première fois que les partis se mettaient d'accord sur un montant. Après, à la 28 à Dubaï, les gens n'ont pas pu débourser, donc ils n'ont pas touché à la tirerie. Et je pense que la 29 maintenant veut donner un focus sur cette question de déboursement, de qui doit payer, quoi, à qui et comment. Justement, parlant de la question, tous les négociateurs sont sur place pour parler justement des responsabilités, des engagements des uns des autres. Vous avez parlé des 100 milliards de dollars que les partenaires se sont promis, notamment les pays les plus pollueurs, avec l'impact climatique que cela a sur les économies, notamment de nos pays. Aujourd'hui, on parle de ces questions, mais on envisage même d'étendre l'enveloppe à 1000 milliards. Pourtant, dans un futur pas très lointain, on ne voit pas les partenaires, surtout les plus pollueurs, se bousculer pour ça. Est-ce que, n'est-ce pas un dialogue de sourds, professeur? Je pense que plus on avance sur cette question-là, plus des idées fusent de partout. Au départ, il y a les questions nationales. Donc chaque pays... Va devant sa porte. Pardon? Chacun voit midi devant sa porte. Oui, mais bon, après, on va commencer par les pays. Au niveau des pays, il y a déjà des mécanismes et des lois qui permettent au gouvernement de lever des taxes sur les pollueurs. Donc il y a une taxe carbone sur le carburant au Canada, sur l'essence en France, sur les voyages aériens. Donc au niveau national, le débat est déjà assez avancé. Les nations se sont dotées d'instruments légaux et fiscaux qui permettent de collecter des taxes auprès des grands pollueurs, des entreprises qui polluent réellement. Maintenant, la question est de transférer cet esprit de législation nationale au niveau international avec une composante qui est compliquée à mettre en place, une composante de solidarité et de responsabilité à la fois. Donc, solidarité parce qu'on doit être solidaire. Par exemple, le débat sur les petites îles qui sont submergées avec la refonte des glaciers qui vont monter le niveau des eaux et qui menacent la disparition de ces petites îles. Ces petites îles. Ça, c'est un concept de solidarité. Mais un concept aussi de responsabilité. C'est-à-dire que non seulement on est solidaire, mais on doit aussi être responsable. Si on est solidaire devant la diversité, donc on prend le changement climatique comme une adversité qui frappe tout le monde. On prend la mesure de la situation. Donc là, la question politique, c'est de mélanger et la solidarité et la responsabilité. Alors, quand on parle de responsabilité, c'est là que ça commence à être gênant. C'est que qui fait quoi, combien, comment est-ce qu'on quantifie ça? Et même s'il paye, c'est combien qui doit payer. Et là, on rentre dans les équations qui sont compliquées. Et après,
Je pense que le débat qui vaut la peine dans tout ça, c'est celui de dire, écoutez, nous avons compris qu'il faut être solidaire, nous avons compris que nous sommes responsables, mais une fois que l'argent est sur la table, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va faire des donations, des grants? Est-ce qu'on va faire des investissements? Est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est que dès l'instant que l'argent sera sur la table, il faudra penser à, je ne sais pas comment dire ça en français, mais à un mainstreaming. Mainstreaming, c'est-à-dire étendre toute la question environnementale dans toutes les facettes de la vie. Un exemple pour terminer, par exemple, donner aux banques la possibilité de donner des crédits qui vont financer la protection environnementale, mais à des conditions tellement douces que les gens y trouvent non seulement leur intérêt, les gens qui vont apporter de capitaux, mais aussi l'écosystème national qui bénéficie de droits. Donc, qu'on ne pense pas aux donations aveugles, mais on pense à des investissements qui sont gagnants-gagnants. Rentables et à long terme. Oui. Justement, qui dit investissement, forcément, il fait allusion même à des projets viables, des projets aussi qui soient bancables. Oui. Alors, les institutions financières aujourd'hui, s'il ne s'agit pas de dons, qu'il s'agisse des investissements, aujourd'hui, est-ce que les projets dans le domaine de l'environnement, ce sont des projets bancables, ce sont des projets viables financièrement? Absolument, absolument. C'est-à-dire que chaque pays va présenter son cas. Donc, quand on arrive à la COP27, mais si vous me demandez si je devais représenter un pays, par exemple à la COP27, je sortirais une liste d'opportunités commerciales qui nécessitent un investissement de nature à réparer les questions environnementales. Je m'explique. Par exemple, la question de la bourse carbone. Là. La bourse carbone, le principe est le suivant. On vient, on calcule ce que tu captes comme gaz nocif et on te donne l'argent. Vous comprenez? Donc là, ça ouvre une infinité de possibilités. Vous plantez 1 million d'arbres, on vous donne autant d'argent. Donc si la bourse carbone, le principe de la bourse carbone est bien compris par le gouvernement, si moi, un pays comme le Niger, je prends n'importe quel pays qui n'a pas de forêt, et je travaille sur la recherche sur les espèces qui peuvent capter le carbone dans cette zone-là, je fais un coup d'investissement, les gens vont venir investir, non seulement je vais récolter le bois ou les produits dérivés, mais je vais aussi bénéficier des crédits carbone. Donc, il s'agit de présenter tous ces projets. Donc, on ouvre l'économie verte. C'est tout un ensemble de nouveaux produits qui arrivent, qui n'étaient pas là dans l'économie classique. Là. Aujourd'hui, certains pessimistes, observateurs pessimistes, n'hésitent pas à dire, écoutez, l'aggravation des impacts climatiques est justement est utilisée ou le constat qui est fait, c'est en tout cas celui de servir les économies des combustibles fossiles. Aujourd'hui, à vous entendre, il s'agit d'un rendez-vous du donner et du recevoir. Absolument. Est-ce que nous sommes dans un équilibre parfait ou il y a des perdants dans ce rendez-vous? La question des économies fossiles, nous avons eu la chance d'avoir un débat constructif lors de la COP28. Avec les pays producteurs de pétrole, donc les grands comme les Émirats arabes unis, tout ce monde-là, il s'est joint au mouvement de dire on va cesser la production de ces hydrocarbures. Donc il y a déjà un fort mouvement de ces producteurs de pétrole qui veulent investir dans les économies, dans les énergies. Et ils ont déjà commencé chez eux. Ils ont déjà commencé chez eux. Si vous voyagez à Dubaï ou je ne sais pas quoi, ils mettent des fermes à ils pompent l'eau, ils plantent des arbres, ils font des Palm Island, le concept là. Donc tout est pensé. Il lie la parole à l'action. À l'action. Donc tout est pensé au niveau des énergies solaires, au niveau des trucs. Et ils veulent contribuer à son fonds. Donc c'est déjà une bonne chose qu'on avance de ce côté-là. Moi je pense que ce qui reste, c'est comme je vous ai dit au début, c'est d'étaler, de faire la liste des opportunités qu'ouvre cette économie verte et de montrer au nord, parce que la plupart des pollueurs sont au nord, que de toutes les façons, quand ils financent ces projets au sud, ils y gagnent en retour sur l'investissement, mais ils protègent aussi la planète parce que cela nous concerne tous. Comme j'ai dit au départ, c'est un mélange de solidarité et de responsabilité et de rentabilité. Donc des capitaux qui vont être investis là-dedans parce qu'il y a très peu de payeurs de taxes en Occident qui vont donner de l'argent comme ça par la fenêtre, quoi. Mais une compagnie comme, je ne sais pas quoi, Suez ou prenez une grande banque française qui viendrait investir, par exemple en Afrique, si elle investit dans l'énergie verte, il y a tellement d'opportunités
au niveau des centrales hydroélectriques, des panneaux solaires. Et il y a, comme par chance, une demande solvable en Afrique. Il y a une demande solvable pour l'énergie. Mais personne n'a les fonds nécessaires pour investir dans le solaire. Par exemple, ça c'est des questions. Donc il y a une demande solvable. Donc, là je me réfère à l'un des économistes les plus réputés dans cette affaire, Brahad, qui disait que les marchés au bas de la pyramide, c'est eux qui vont diriger le monde futur. Donc les marchés au bas de la pyramide concernent les besoins essentiels qui ne sont pas adressés. C'est l'énergie, c'est l'éducation, c'est l'alimentation. Et tout cela va fonctionner dans le nouveau système économique d'économie verte. Il va nécessiter des investissements qui seront fatalement rentables parce que les gens en ont besoin. Parce que depuis un certain temps, les pays du Sud sont capables de payer l'eau, parce qu'ils sont capables de payer l'électricité, parce qu'ils demandent des soins de santé. Et dans tout ça, l'économie verte va amener de nouvelles opportunités. C'est sous cet angle-là qu'il faudrait voir ce rendez-vous du donner, du recevoir, et surtout où la responsabilité, la solidarité sont appuyées par un retour sur investissement positif. Sinon, on va continuer à des discours et ce ne sera pas... Voilà, des discours, mais si c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, il y a tout de même quelqu'un qui s'est invité dans les débats. C'est notamment le tout nouveau président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui ne l'a jamais caché ses positions par rapport à la question climatique. Aujourd'hui, tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne. Il va retirer les États-Unis de cet accord de Paris. Pourtant, nous sommes à l'heure des engagements, à l'heure où on veut gonfler l'enveloppe par rapport à ces questions. Et nous savons que les États-Unis, c'est un des grands pollueurs de ce monde et aussi une grande économie dont l'apport ou la contribution devrait être cruciale. Comment est-ce que ces engagements au niveau international vont-ils aboutir si les États-Unis ne sont pas du train, si les États-Unis restent sur les quais? Je ne sais pas. Je ne pense pas que les États-Unis ont la possibilité ou la capacité de se retirer, parce qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Chaque administration américaine arrive avec une idéologie. Donc les démocrates, ils ont une façon de voir le monde, les républicains ont une façon de voir le monde. Reagan avait son Reaganomics. Pour lui, déjà à l'époque de Reagan, ce qui était important, c'était ce que faisaient les États-Unis. Alors, le Reaganomics, par exemple, au niveau de l'économie et des finances, c'était America First. Je m'occupe des intérêts des États-Unis. Le reste vient après. Reagan, le républicain. Oui, oui. Trump, le républicain, donc, qui dit qu'il faut encore retrouver la grandeur de l'Amérique. Il faut retrouver... la grandeur de l'Amérique. Pas la grandeur nécessairement, oui. Bon, les slogans politiques, c'est la grandeur pour mobiliser, galvaniser les foules. Mais l'idée derrière, donc, tous ces républicains, l'idée derrière, c'est de America First. C'est l'Amérique qui vient avant tout. D'abord, les intérêts des États-Unis. Mais aux États-Unis, les gens oublient qu'ils ont déjà des mécanismes de taxer les pollueurs. Donc, les lois américaines sont très... Au niveau du fisc, au niveau des impôts américains, il y a déjà cette taxe pour les grands pollueurs. Maintenant, il a besoin du leadership mondial. Vous ne pouvez pas aller chercher un leadership moral, économique, si vous êtes contre les courants dominants de la société. Donc, moi, je pense que Trump, étant un bon négociateur, il met en avant la menace de se retirer, mais il va revenir, mais à des conditions. C'est-à-dire, l'une des conditions, je ne suis pas sorcier, mais je pense que, par exemple, le fait que la Chine soit le plus grand pollueur et que personne ne pointe du doigt la Chine pour payer plus, parce qu'elle a été considérée jusqu'à récemment comme un pays en voie de développement, ça gêne Trump, là. Ça gêne Trump d'être placé sur le pied de la responsabilité supérieure à celle des autres, à l'Europe, l'OCDE qui ne contribue pas assez, la Chine qui ne contribue pas assez. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est ce qui gêne l'administration républicaine de Trump. C'est ce qui, déjà à l'époque de Reagan, mettait les intérêts de l'Amérique avant. Donc les républicains ont toujours mis les intérêts de l'Amérique avant toute autre chose. Voilà. Et il ne va pas se retirer, il va négocier fort. Professeur, pour terminer, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes Rwandais, nous sommes Africains. Nous avons plusieurs négociateurs qui sont sur place. Qu'est-ce qu'on peut espérer, par exemple, de manière globale sur le continent africain? Qu'est-ce que l'Afrique va ramener
Jaco. Là, encore une fois, ça dépend parce que la COP, c'est une conférence des partis. Voilà, oui. Dans la conférence des partis, chacun fait valoir son point de vue. Je pense que les pays qui vont tirer leur épingle du jeu, je ne sais pas parce que je suis dans une télévision publique, mais je pense que des pays comme le Rwanda, qui ont des projets smart, intelligents, ils vont tirer leur épingle du jeu dans la mesure où les dossiers qui sont bien présentés sont ceux qui sont financés. Donc, il y a des pays, je ne sais pas, je ne veux pas citer les noms, qui vont à la COP pour pleurnicher en disant on est frappé, on est dit. Il y a des pays, dont le nôtre, qui y vont avec des projets concrets qui sont bien faits et qui démontrent que chaque partie prenante y tire un profit. C'est eux qui vont tirer un profit de la COP et des mécanismes de financement qui s'en viennent, quoi. Parce que veut pas, ça s'en vient. Professeur Egide Karuranga, vous êtes professeur et surtout spécialiste dans l'économie et surtout analyste et stratège dans le business. Merci beaucoup de vous être déplacé dans nos studios. C'est un plaisir. Voilà. Merci donc à toutes les équipes qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Et en mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Et un petit rappel, c'est que le match passe en direct sur nos chaînes d'ici 18h pile. Donc, restez bien connectés à la télévision rwandaise.